Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, ton podcast préféré qui parle de cinéma, qui en parle en bien, qui en parle en mal, mais en tout cas qui en parle, et ça c'est le plus important. On se retrouve pour cette semaine, le rendez-vous on va dire des cinéphiles, on pourrait dire une semaine de mois de mai, début de mai, milieu mai. Qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment le festival de Cannes qui débute cette semaine et nous on est là. Ouais, on n'y est pas. On n'y est pas. Et ouais, ça c'est le plaisir. On aurait pu, mais est-ce que ça serait pas plus le plaisir de rester dans notre si petit... On avait été invité, on a refusé, c'est ça qu'il faut dire. Bien sûr. Je sais pas si on peut le dire à l'antenne. Mais... On peut se permettre, tu peux envoyer les infos. Et d'ailleurs, les infos, elles sont données par mon cher Roman. Salut mon Roman. Ça va Lucas. Mais ça va, et toi, quel plaisir de se retrouver. Très bien. Quel le plaisir bonheur, de se le retrouver. bonheur. Il fait beau dehors, il fait soleil, il fait chaud, et nous, on se retrouve enfermés dans un petit studio sans climatisation, dans la froideur la plus totale. Mais pour parler de cinéma, donc ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait absolument plaisir. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un programme bien sympathique, un bon mélange de plein de choses. On va vous parler de BD franco-belge, de pépites du cinéma indépendant américain, le retour de David Cronenberg, une plongée journalistique au sein de la colonisation israélienne, des Femen, et en toute fin d'émission, pour remplacer la carte blanche, comme vous le disiez au départ, on va vous parler de la compétition cannoise 2025. Quels sont les films à suivre selon nous ? On va en prendre un petit peu de temps avec toi, Roman, pour un peu on va faire notre petit marché finalement. Exactement, notre petit marché cannois. J'aime bien l'expression, notre petit marché cannois. Ça sera ça la description dans le commentaire, en tout cas la description de cet épisode. Bref, trêve de bavardage, entrons directement dans le cœur de nos sujets du jour, au cœur de nos films d'actualité. On va en fait pas vous parler d'un film du coup au début, on va vous parler d'Astérix et le combat des chefs. Le combat des chefs célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. Ils seront à ma botte. J'adore. Oh là 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 là. Ils ont vraiment le sens du spectacle. Ah ça, c'est les Armoricains, hein. Astérix et Obélix, le combat des chefs, est donc la nouvelle création, on pourrait dire, d'Alain Chabat et de Fabrice Joubert, produit et diffusé par Netflix, avec tout simplement un casting, il faut le dire, complètement XXL. On retrouve des choses assez dingues. Comme par exemple Alain Chabat qui fait la voix d'Astérix. On retrouve aussi Gilles Lelouch qui fait Obélix, Anaïs de Moustier, Laurent Lafitte, Thierry Lhermitte, Géraldine Naka, Jean-Pascal Jaddy, Grégoire Ludig, Alexandre Astier, David Marsay. Bref, énormément de monde pour ce nouveau mini-série. Et là, je vous entends tout de suite gueuler, cher public, mais... depuis quand dans cette émission on parle de série ? C'est pas un film, c'est absurde. Qu'est-ce que tu nous fais, mon Lucas ? Eh bien, attention les amis, je pense que c'est une œuvre où on peut faire une petite exception. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a plusieurs arguments qui permettraient de défendre que cette mini-série peut être perçu ou peut être analysé comme une sorte de long métrage film, parce que tout simplement c'est une œuvre qui est construite véritablement comme un film. C'est une œuvre qui du coup qui est mise en place et qui est construite dans ces 5 épisodes d'à peu près une trentaine de minutes chacun, donc on est vraiment sur une durée d'à peu près 3 heures, un peu moins, un peu plus, donc on n'est pas loin en fait de la durée d'un film un peu classique, on pourrait dire. Mais il est véritablement construit comme un film, et si vous mettez tous les différents épisodes bout à bout et que vous retirez les différents génériques, à mon sens, quand tu vois cette mini-série, tu as tout simplement l'impression de voir un long métrage, et ça se sent que l'œuvre est construite comme
un film. Donc c'est pour ça que je dirais pendant tout le reste de cette émission, c'est un long métrage à mon sens, parce qu'il est construit de cette manière. Et en même temps, quand on regarde un peu l'actualité cinématographique francophone actuellement, on voit qu'en fait, tout simplement, Astérix Obélix, le combat des chefs, fait pleinement partie de l'actualité cinéphilique, on pourrait dire. Encore une fois, je pense que avec le respect absolu qu'on a pour Alain Chabat et pour le travail qu'il a pu faire au cinéma français, je pense qu'il mérite quand même de pouvoir un peu en discuter. Ça fait toujours du bien de parler d'une œuvre d'Alain Chabat et de toute l'équipe qui l'accompagne. Et puis évidemment, l'argument le plus important pour soutenir que on peut en parler dans cette émission, c'est que on fait strictement ce que l'on veut et que si on a envie de parler de ce film, en tout cas de cette mini-série dans l'émission, on va en parler parce que, il faut le dire, c'est quand même vachement bien. Alors j'ai eu du coup la chance de le regarder, j'en parlais justement plusieurs fois à Roman et au reste de l'équipe, mais c'est quand même une œuvre qui est extrêmement sympathique et qui est vraiment très 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 intéressante et qui a fait en tout cas personnellement partie de mes trucs que j'ai regardé cette semaine. Une des meilleures choses que j'ai vues cette semaine, tout simplement, déjà, le gros point positif de l'œuvre, c'est tout simplement son écriture qui est juste absolument excellente. On ressent qu'il y a ce véritable travail qui est fait par Alain Chabat dans une écriture extrêmement maligne et extrêmement poussée. Il y a un mélange à la fois de pop culture, de rêve, ça joue sur plein de styles d'humour, ça mélange énormément de styles et de manières d'écrire qui sont très intéressantes, avec toujours cette ligne. Si vous êtes par exemple des grands habitués de l'humour d'Alain Chabat, des nuls et des différents sketchs qu'il a pu faire, vous allez absolument vous retrouver là-dedans et c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir, notamment dans la subtilité des répliques et dans l'intelligence des dialogues. Je pense que les dialogues entre les personnages et l'écriture des noms, que ça soit justement des noms des personnages ou que ça soit dans les interactions que ces dernières font, c'est vraiment quelque chose de ultra agréable et même plaisant à voir et à écouter. On se retrouve vraiment un peu dans ces œuvres, un peu comme évidemment les Tontons Flingueurs, où il y a vraiment un véritable plaisir d'écouter les discussions, d'écouter les dialogues qui sont faits, d'écouter comment l'œuvre en entier prend corps par les répliques et par la création de ces personnages. Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve vraiment super, malgré le fait que l'histoire et le scénario, tout simplement, est d'une très grande simplicité. Hein. Vraiment, on n'est pas sur quelque chose de mirobolant, on n'est pas sur quelque chose de grandiose, on n'est pas sur quelque chose où il y a une finesse d'écriture scénaristique ou de l'histoire qui est particulière. Je le pense vraiment pas, je pense qu'elle est même assez simple et pas forcément très foufou. Mais en même temps, même si c'est une œuvre où on voit vraiment que, disons, les différentes ficelles de scénario et que le tout est plutôt cousu de fil blanc et qu'il y a une espèce de ligne assez classique de scénario qu'on suit, en même temps, c'est un scénario, une histoire qui en fait tient la route et continue et on a un certain plaisir à suivre la narration de cette œuvre qui est, à mon avis, parfaitement maîtrisée dans le rythme qui est mis en place. Et donc, il y a véritablement ce plaisir de suivre ces personnages, ce plaisir de suivre cette histoire qui, même si elle est très très simple, elle est vraiment extrêmement agréable à suivre et vraiment un petit régal pour les spectateurs et spectatrices qui vont regarder tout ça. C'est une histoire originale ou c'est adapté d'un album d'Astérix? Il me semble que c'est en partie adapté par justement la BD justement du combat des chefs. Alors et c'est là où tu me tends une perche juste extraordinaire, mon Roman. Franchement, la passe D fait tellement plaisir. Non, mais en fait c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une œuvre qui est capable de faire quelque chose de très intéressant, qui est à la fois de respecter l'œuvre originale, donc de reprendre à la fois justement la BD originale, donc des combats des combats des chefs, mais aussi faire référence aux différentes BD de l'œuvre Astérix, comme on est à Alain Chabat évidemment un turbo fan, mais en même temps d'en apporter, donc en respectant justement le matériel de base, et en même temps d'en apporter une vraie modernité dans justement ce qu'il va essayer de discuter, dans la vanne, dans les références qu'il va mettre en place, mais aussi, et ça c'est intéressant, sur les quelques petits sujets de société qui vont être un peu parsemés à droite à gauche. On va peut-être pas dire que c'est un film, enfin une œuvre politique, je pense que,
même si toute œuvre est politique, mais bref, c'est un débat qui est bien plus long. Mais on va pas dire que c'est une œuvre engagée, mais en même temps, c'est une œuvre qui de temps en temps va te poser quelques petits éléments. Je sais que ça a beaucoup circulé ce truc, mais il y a vraiment alors, pour ceux et celles qui ont vu cet extrait, il y a un salut nazi qui est fait à un moment donné, un salut fasciste tout simplement, qui est fait dans la série, mais qui fait directement référence à quelque chose, qui fait directement référence à une réalité bien présente, on va dire aujourd'hui, et qui va se permettre de taper ou mettre une petite pique quelque part, d'être un peu grinçant par moment, et c'est pas le seul moment, il y a plein de moments où l'œuvre va tenter d'apporter par l'humour noir, on va dire d'une certaine manière, ou par quelques petits éléments des rappels à la réalité sociale et politique qu'on a autour de nous, et ça je trouve que c'est extrêmement agréable, et c'est assez couillu d'une certaine manière, j'aime pas trop l'expression, mais on va dire que c'est assez osé parce que tu pourrais très bien te retrouver avec soit que c'est too much et du coup tu te dis mais quel intérêt de mettre ça dans un film ou d'une série Astérix, enfin ça a tendance à un peu prendre le dessus sur l'œuvre originale, ou en tout cas sur l'œuvre que tu essayes de défendre, et en même temps ça l'est justement bien fait pour que ça soit pas trop et que ça aille, et qu'en plus de ça pique là où il faut, donc vraiment c'est quelque chose, ce mélange entre tradition et modernité, on a envie de dire, utilisons l'expression. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir, et le tout évidemment est porté par un casting absolument génial. Alors le casting est très questionnable parce que étant donné que c'est un casting de stars, on va dire, c'est vraiment toutes les voix sont absolument reconnaissables. C'est hyper chouette, je trouve, à écouter toutes ces voix et ces interprétations, et en même temps, je pense que ça pousse un peu à un questionnement. Parce que oui, à la fois, on prend un véritable plaisir à découvrir ce casting et à régulièrement, scène après scène, découvrir, de dire « Ah, ça c'est Jean-Pascal Zadi. Ah, ça c'est Greg Guillotin. Grégoire Marchais, pardon. Greg Guillotin, non, David Marchais, pardon. Ça c'est Grégoire Ludig. Là, ça va être Alain Chabat. Ah ouais, c'est rigolo parce qu'Alain Chabat fait cette voix-là aussi. » On va avoir un peu ce rapport-là qui est intéressant et de plusieurs fois juger en se disant « Mais est-ce que là, la voix est plutôt maîtrisée? Est-ce que là, la voix est plutôt maîtrisée ?» Il y a un peu ce petit plaisir-là de suivre. Et en même temps, ça pose un peu des questions parce que c'est vrai que ces voix ont tendance à prendre le dessus sur les personnages qu'ils interprètent. On ne voit pas le personnage de Astérix ou on ne voit pas le personnage d'Abélix, mais souvent, on a l'impression de voir Gilles Lelouch qui joue Obélix. Ou des fois, on va voir Alain Chabat qui joue Astérix. Et ça, c'est un vrai truc de questionnement, c'est de dire, mais évidemment, on prend un véritable plaisir à avoir ce casting de voix parce qu'en vrai, le casting est hyper chouette et qu'il y en a plusieurs qui se donnent vraiment à donf. Mais en même temps, il y a des personnages en tout cas des acteurs et des actrices qui prennent le dessus sur leurs personnages, et c'est questionnable quand même dans un rapport d'écriture et de scénario et de juste création narrative. Moi, dans mon cas personnel, je trouve que j'ai un vrai plaisir à voir ce truc-là avec ce Star System, mais je reconnais quand même qu'il y a un défaut qui est inhérent à ce plaisir-là, c'est que les personnages ont tendance à être cachés par ces voix-là. Et bref, juste pour terminer assez rapidement, il y a deux trucs qui pour moi portent le film au complet, en fait. Tout simplement, le film est vraiment porté par deux trucs principaux. C'est déjà d'une part l'humour qui est juste brillantissime. Je pense que ça fait assez longtemps que j'ai pas hurlé de rire à ce point-là. Je pense que ça va faire partie des comédies les plus drôles de l'année, je pense assez facilement. En tout cas, je pense très probablement que ça le sera. C'est extrêmement drôle, c'est vraiment des vrais éclats de rire. Ça repose sur plein d'humour différents, encore une fois, avec une véritable subtilité, hein. C'est-à-dire ça va être à la fois de l'humour d'écriture, donc comment ça va être écrit dans les dialogues, dans les discussions, ça va être du comique de situation, ça va être du comique visuel, du comique de sketch, de l'humour un peu plus gaga, on va dire, ou un peu plus simpliste. Il y a de l'humour noir, il y a du stackfish, comme on pourrait dire, et il y a des vannes qui sont juste extraordinaires, quoi. Il y a tellement de rêves, de punch qui peuvent être utilisés régulièrement, ou que moi déjà j'ai commencé à sortir, et c'est un peu l'apogée des grands films, on va dire, tout simplement, c'est de pouvoir sortir juste après plein de références de l'œuvre qui marchent parfaitement bien. Et enfin, truc quand même hyper important à souligner, l'animation fait vraiment très 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 plaisir. Elle est mise en place par, il me semble, justement ce studio toulousain d'animation, le nom m'échappe malheureusement, mais un studio qui est vraiment top et qui arrive à avoir une véritable variété dans les créations visuelles que le film met en place, qui font méga plaisir, que ça soit justement un style très classique de la BD. En même temps, de temps en temps, on va avoir des entrées dans un truc un peu plus psychédélique, un truc un peu plus cartoon, des variations un peu dans la manière dont on va gérer tout ça, et d'apporter quelque chose à la narration par justement l'animation.
Que ça soit dans le style aussi des couleurs avec les personnages, que ça soit les ambiances, quand on a des moments un peu dramatiques, l'animation et justement l'ambiance visuelle renforce ce côté dramatique. Dans les moments de plus de joie et d'humour, on a justement cette ambiance qui fait plaisir. C'est vraiment quelque chose qui donne corps tout simplement à toutes les bonnes idées d'écriture et d'interprétation qui sont faites. L'animation donne corps à tout ça et vraiment à ce rapport-là de faire exploser ta télévision de couleurs, de vrais trucs qui sont très sympathiques. Alors, c'est pas non plus un truc qui est radieux et qui doit être montré dans toutes les écoles de cinéma d'animation, mais je pense que c'est vraiment une qui fonctionne très très bien, qui matche parfaitement avec ce que voulaient faire Alain Chabat et les créateurs de la mini-série. Je trouve que ça matche parfaitement bien et voilà, que dire de plus pour dire que c'est tout simplement un vrai régal en fait cette mini-série. J'ai vraiment eu un véritable coup de cœur, on va dire, un vrai plaisir en fait à mater ça. C'est un truc que tu binge-watch en vraiment une soirée avec un vrai régal, que tu ne t'arrêtes pas. C'est 5 épisodes qui sont 5 épisodes vraiment de pur kiff. Et même si c'est pas un truc qui est fondamentalement transcendantal, hein, c'est pas non plus un truc qu'on pourrait dire est une œuvre majeure de l'adaptation de BD, je le pense pas fondamentalement, mais je pense que c'est vraiment en tout cas une très très bien réussie, qui fait exactement tout ce qu'il faut qu'elle fasse, qui réussit tout ce qu'elle doit mettre en place et qui est véritablement un immense régal et que dire Alain Chabat, toujours trop fort quand il faut adapter les classiques. Et c'est quand même pas étonnant hein, quand on sait que le mec est tout simplement un vrai fan. Peut-être qu'il faut continuer à s'inspirer, de donner aux gens qui sont vraiment passionnés des œuvres comme ça. Si vous les donnez à ces gens, ils vous feront des œuvres tout simplement des œuvres régal quoi, des vraies œuvres réelles. J'ai pas d'adjectif pour terminer, mais vous avez compris, c'est super, c'est pas mal. Allez, on enchaîne cette fois-ci, on se tourne vers un vrai film. Allez, on se la joue un peu sérieux, on ne triche pas cette fois-ci. Tournons-nous vers le cinéma indépendant américain. Il en a des choses à dire, le cinéma indépendant américain. On va vous parler de Ghostlight. What's this? Your salvation. Everyone, this is Dan. We're rehearsing a play. Do you know this play, Romeo and Juliet? It's a tragedy. The lines are the easy part. The hard part is the emotional journey. It's supposed to be fake, but feelings can feel real sometimes. It seemed like you might want a chance of being somebody else. It's been difficult, but I just want my family back. Ghostlight de Kelly O'Sullivan et Alex Thompson est donc une comédie dramatique issue du cinéma indépendant états-unien qui nous raconte l'histoire de Dan qui travaille sur des chantiers de voirie à Chicago et ses environs. Un peu par hasard et à l'insu de sa famille, il intègre une troupe de théâtre amateur qui met en scène Roméo et Juliette. Peu à peu, la tragédie qui se monte sur scène commence à lui renvoyer le reflet de sa propre vie. Une œuvre très particulière qui est d'une certaine manière une petite pépite. Tu me expliquais, mon cher Roman. Tout à fait. Alors oui, c'est vraiment très bien. C'est vraiment un très très beau film. Donc ça raconte effectivement l'histoire de ce père de famille qui est un ouvrier, quoi. Et ouais, vraiment au hasard pour le coup, c'est vraiment le mot. C'est juste, il se retrouve à intervenir dans cette pièce de théâtre et il tire un rideau et derrière il y a des gens qui font une lecture de Roméo et Juliette et qui commencent à la mettre en scène. Et lui il se retrouve dans ce truc-là. Et en fait, alors il y a plusieurs choses déjà que je trouve intéressantes. Bon, déjà dans le casting, il y a cet acteur principal qui s'appelle Keith Kupferer. Et comme beaucoup des autres comédiennes, il est issu du théâtre. Donc il a une façon de jouer assez... Enfin, je trouve que c'est bien parce qu'il est dans la retenue, parce que c'est un personnage qui est un peu bourru, qui n'exprime pas vraiment ses émotions. C'est un peu un des thèmes centraux du film. Mais c'est quelqu'un qui est de prime abord plutôt indifférent, voilà, qui n'est pas quelqu'un qui exprime beaucoup d'émotions. Et puis voilà, en fait, vu que tout le cast vient du théâtre, ils ont cette façon de jouer qui est quand même très dramaturgique. Un peu dramaturgique, mais dans le bon sens, dans le sens où on ressent vraiment les choses à 1000%, et on sent qu'il y a une vraie expérience et qui permet aussi de, quand ils font les scènes de théâtre, d'avoir un côté réel qui est vraiment fort, je trouve, pour avoir fait du théâtre un peu, je me permets de juger. Et du coup, cet acteur Keith Kupferer, qui est donc le rôle principal, qui est absolument incroyable. Ce qui est drôle, c'est que sa famille dans le film, c'est sa famille dans la vraie vie. En fait, sa fille, il cherchait une fille pour le rôle de sa fille, et lui a dit ma fille, elle a auditionné, elle a passé le truc. Nice. Pareil pour sa femme. Donc en fait, c'est aussi un point intéressant du film, et je trouve que quand tu le sais, enfin moi, du coup, j'ai vu que à la fin au générique, mais
quand tu le sais, je pense que tu peux revoir un peu à quel point la connexion est forte entre eux, parce que c'est une vraie connexion, quoi. Donc déjà, c'est un petit truc marrant. Et puis, j'ai trouvé fort ce film parce qu'il aborde vraiment ces deux thèmes. Enfin, c'est un grand thème, en fait, mais le thème du deuil, parce qu'il y a un deuil dans cette famille, et puis la reconstruction à travers l'art, en l'occurrence, le théâtre. Et ouais, en fait, il y a un truc que j'aime bien déjà, c'est qu'il y a des petites touches d'humour à des moments, presque de l'humour un peu absurde ou un peu provoque, vraiment des petites choses, des fins de scène, des petites choses qui te surprennent un peu, et je trouve que c'est admirablement bien dosé entre justement les petites scènes d'humour qui rappellent que c'est la vraie vie et que c'est pas tout noir non plus, et puis le côté sombre du deuil et de ce que ça explore. Et ouais, je trouve vraiment, c'est vraiment fort, quoi. C'est vraiment beau de voir ce père de famille qui est en plus socialement voilà, ouvrier. Enfin, ils ont des problèmes d'argent et tout, c'est vraiment pas la joie non plus. Et il arrive, en fait, à travers la pratique du théâtre, à un peu s'ouvrir aux autres et à se reconstruire. Et à reconstruire aussi des liens avec sa famille, quoi. C'est aussi ça, parce qu'effectivement, vu qu'il y a eu cette mort dans la famille est vraiment éclatée, quoi. Ils sont les trois et ça va plus du tout, en vrai, il n'y a plus de communication et tout. Et en fait, c'est à travers cette pratique-là qu'il arrive à surmonter ça, et c'est vraiment plein de belles scènes et de beaux personnages et d'écriture vraiment belle, quoi. Simple, mais vraiment beau. Et toute la troupe, en fait, toute la troupe de théâtre qui est amateur, qui sont joués que par des gens qui viennent, je crois, du théâtre et qui sont pas très connus à part ça. Il y a vraiment personne de très connu dans ce film, hein. Enfin, je crois que il y a aucun nom que je connaissais, en tout cas, avant de le voir. Et c'est vraiment une belle découverte. Et puis même sur un plan, je trouve plus politique, je trouve intéressant, en fait, le truc. Souvent, on a cette idée que la culture peut reconstruire, la culture peut nous guérir, la culture peut... on a un peu cette image hyper sacralisée de la culture. Et en fait, là, je trouve ce que ça montre, c'est que c'est pas la culture en général, c'est vraiment la pratique de la culture. En fait, c'est ça qu'il faudrait mettre en avant beaucoup plus que juste le fait d'aller voir des spectacles. Là, c'est vraiment le fait de faire, et de faire de façon amateur, et de faire dans des contextes un peu de bric et de broc, où il n'y a pas de jugement, où c'est pas des gens professionnels et tout. Et en fait, c'est ça qui l'aide vraiment dans le film. C'est pas qu'il va au théâtre, c'est qu'il fait du théâtre, et c'est qu'il crée un personnage et qu'il arrive à s'émanciper à travers cette création-là. Donc je trouve que c'est aussi un film qui parle un peu de ça, de peut-être l'importance de pratiquer la culture et de pratiquer l'art, et pas de juste d'être simple spectateur. Donc vraiment, franchement, une très belle découverte. Et des scènes vraiment émouvantes. Ouais, enfin, vraiment tout est bien, quoi, je trouve. Autant le développement des personnages, que les personnages un peu secondaires qui te font 2-3 scènes par-ci par-là, mais qui arrivent quand même à avoir une bonne profondeur, ou des fois qui servent aussi juste à rehausser le ton et à être un peu le personnage cool qui te fait plaisir quand tu le vois dans une scène. Et voilà, les personnages principaux, les personnages secondaires, toute l'histoire est belle. Franchement, c'est presque un... J'ai même pas vraiment de trucs négatifs. C'est quasiment ça a quand même été une œuvre assez surprise, on pourrait dire, où peu de gens carrément, s'attendaient à cette œuvre-là, qui en fait mangeait pas de pain de prime abord, mais la critique est complètement unanime, on va dire. C'est vrai que il a des très bonnes critiques, et il a une distribution, en tout cas en Suisse, assez limitée. Je sais même pas s'il est sorti vraiment en France. Absolument. En tout cas, j'en ai peu entendu parler, mais si vous avez l'occasion vraiment de le voir, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Si vous aimez un peu ce genre de film, un peu Jim Jarmusch, un peu légèrement contemplatif, mais quand même pas trop. C'est pas que du contemplatif et de l'atmosphérique, mais qui prend un peu le temps de se poser sur les personnages, de dialoguer, de construire quelque chose comme ça. Foncez, quoi. Franchement, foncez, ça va vous plaire. Et pareil, sur ce qui est des visuels, je vois que les images qui sortent, on va dire, de justement du film, hein, que j'ai pas vu, j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail sur la lumière qui est effectué et qui rend, qui frappe les personnages. Déjà, il y a un truc qui est assez intéressant. De par le côté théâtre, en fait, c'est aussi le côté... Il y a quand même des longues scènes, ou des scènes importantes où ils sont sur scène. Et en fait, je crois que là, il y a un travail sur la lumière qui est vraiment fort et réaliste, même, du coup, par rapport au contexte du théâtre. Et ouais, c'est vrai qu'en général, c'est une ville... je sais pas si c'est dit... oui, c'était dit, je sais plus la ville que c'est. Une ville aux États-Unis, voilà, un peu une ville de taille moyenne. Et il y a un truc dans la lumière, puis dans l'espace aussi, dans ce truc, tout se joue un peu autour de ce théâtre à moitié abandonné, de cette rue où lui, il bosse, de l'école de sa fille. Il y a un peu ces lieux comme ça qui reviennent. Et non, je trouve que c'est vraiment beau. Et il me semble que même, si je dis pas de bêtises, que
les réalisateurs, réalisatrices, parce qu'il y a deux personnes, Ouais, Kelly sont, O'Sullivan et Doug Simpson. peut-être viennent aussi du théâtre. Donc je crois qu'il y a vraiment... En fait, si vous aimez aussi le théâtre, si vous avez pratiqué du théâtre ou que vous aimez voir du théâtre, je pense que ça peut aussi vous plaire pour ce que ça dit de l'art et de comment l'art peut réparer et peut aider à avancer. Voilà, il y a vraiment plein de choses à retenir de ce film, je pense. C'était donc l'avis de Roman sur Ghostlight, un film qui parlait de deuil. Et si on restait encore sur cette charmante petite thématique, cette fois-ci, ce n'est pas un des auteurs états-uniennes qui en parle, mais c'est un auteur canadien, le grand retour du maître, on pourrait dire David Cronenberg, sur les grands écrans. On va vous parler des Linceuls ou The Shroods. You used to say that they were killing your sister in the hospital. I just knew they were constantly edging towards experimental treatments they weren't being upfront about. You still have her dental records here. We still do. Do you want JPEGs? It's obvious they were tracking you through her. Why would anyone want to track me? Well, you tell me. I made a career out of bodies. I'm so happy to be involved. Involved? Makes me feel so alive. Les Linceuls ou The Shroods est donc réalisé par David Cronenberg. Pour ceux et celles qui écoutent l'émission depuis un bout de temps, vous savez à quel point je suis un amoureux de David Cronenberg, qu'on ne présente évidemment plus grand-papa du body horror, ou en tout cas d'une espèce de mélange entre du psychologique, de la réflexion philosophique, et puis bien aimer les corps qui sont un peu crasse-pouilles, les corps qui se mélangent, la mécanique en tout cas. Plein de belles choses de ce grand auteur qui nous revient après Crime of the Future, qui avait déjà beaucoup partagé à l'époque. Si je me rappelle bien, il était aussi passé à Cannes, comme les Linceuls d'ailleurs, qui étaient passés à Cannes de l'année passée. On l'a attendu, ce Linceul, il faut le dire, mais Crime of the Future avait pas mal divisé la critique à l'époque. Est-ce que les Linceuls, ça va aussi être le cas ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, dans le casting principal, on retrouve évidemment Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce et Sandrine Holt. Et ça nous raconte le récit de Karch, 50 ans, un homme d'affaires renommé, inconsolable depuis le décès de sa chère épouse. Il décide d'inventer un système révolutionnaire et controversé, Grave Tech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur tombe. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête du coupable ou des coupables. Un film qui, pendant assez longtemps, était resté, on va dire, un peu dans le mystère. Un film qui a quand même une distribution très particulière, je dois vous le dire. Pour ce qui est, par exemple, notre cas de nous, pauvres Suisses. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date de distribution, pour vous dire à quel point c'est particulier. En France, je sais qu'il est pas mal limité dans plein de salles. Je sais qu'en France voisine de la Suisse... Attends, mais Lucas, comment t'as fait pour le voir, alors ? Eh bien, j'ai mes sources. Oh là là. Vous savez, j'ai mes sources, j'ai mes contacts. J'ai eu peur. Non, bien sûr, non, on n'est pas... Ok. On ne fait évidemment pas partie de ce genre-là. Quand les distributeurs ne font pas leur travail, évidemment, ce n'est pas notre rôle. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Moi, en plus, très très grand fan du bon David. Qu'est-ce que ce nouveau long métrage de Cronenberg, ça donne ? Alors, ça en fait déjà que c'est une œuvre qui est ultra personnelle de Cronenberg. En fait, c'est un film qui est directement issu de la mort de sa femme il y a maintenant quelques années. C'est une œuvre qui transpire en fait le deuil et qui transpire justement ces réflexions qui ont pu le traverser à la mort de sa compagne. Et c'est un film vraiment qui transpire de ce truc-là. C'est vraiment une œuvre qui parle directement de Cronenberg et son rapport à la mort. Il y a des choses qui sont assez évidentes. Je veux dire, le choix de caster Cassel, c'est évidemment pour la ressemblant. Alors évidemment aussi, c'est parce que j'imagine que Cronenberg considère que c'est un grand acteur. Vous remarquerez que j'ai dit que Cronenberg considère que c'est un grand acteur. Non, mais c'est parce qu'évidemment, visuellement, Cassel ressemble exactement à Cronenberg à beaucoup de points. Et en fait, on peut pas s'empêcher, lorsqu'on regarde le long-métrage, de se dire... c'est littéralement Cronenberg qu'on est en train de suivre d'une certaine manière, chose qu'il avait déjà d'une certaine manière fait avec Crime of the Future, qui, du coup, le personnage principal de Crime of the Future représentait d'une certaine manière Cronenberg dans sa vision qu'il avait de l'art. Et aujourd'hui, Cassel représente Cronenberg dans sa vision de la mort.
C'est donc un film qui traite certes du deuil et de la mort, mais c'est aussi un film qui traite directement de la technologie et de l'IA, thématiques qui reviennent beaucoup dans le cinéma de Cronenberg, donc l'évolution technique des humains, mais là vraiment se focalisant beaucoup sur l'intelligence artificielle aussi. Et en fait, le tout est assez particulier, notamment sur la question de l'intelligence artificielle, parce que j'avoue trouver que l'œuvre a tendance à osciller entre le message qui est certes juste, mais assez évident, assez banal, et en même temps le grotesque absolu, voire par moments un peu le côté vieux réactionnaire. C'est-à-dire en fait on est vraiment sur une œuvre qui a comme message de fond l'idée que, attention, là c'est dangereux, on doit mettre des barrières, on doit un peu contrôler tout ça. La technologie peut contrôler notre vie, on est contrôlé dans tous les sens, on est observé dans tous les sens, les jeux de logiciels, les algorithmes peuvent tout savoir de notre vie, et comment la technologie va jusqu'à entrer, voire modifier nos corps d'une certaine manière, au fond de nous, justement dans notre chair, voire dans nos os, on pourrait dire, le plus profond. Donc ça, c'est un truc qui revient souvent dans son cinéma, mais la manière dont c'est apporté, il n'y a quand même pas à dire, c'est beaucoup moins subtil que la grande majorité de ses œuvres qui ont été apportées, voire je dirais qu'en fait, c'est probablement une des œuvres les plus faciles à comprendre de Cronenberg, parce qu'en fait, tout est in your face, en fait. Tout est vraiment posé dans le film. Il n'y a pas vraiment de grandes interprétations philosophiques, il n'y a pas de grandes réflexions extérieures qu'on doit mener par nous-mêmes à la fin du film, qui va nous questionner et qui va nous faire sortir une réflexion philosophique après coup. Là, c'est pas le cas du tout. Là, on est vraiment dans, voilà, mon point de vue en tant qu'auteur, c'est vraiment qu'il faut faire attention à l'IA, mettons des barrières, contrôlons-nous, faisons attention, et sur ça, bah, c'est quand même un peu gênant, parce que justement, Cronenberg nous avait habitués à des œuvres comme Faux Semblant, il nous avait habitués à des œuvres comme Vidéodrome, que je vous ai déjà parlé plein de fois, La Mouche, évidemment, on pourrait parler de Existence, enfin, toutes ces œuvres-là, et je fais vraiment le parallèle avec Existence, parce que Existence parlait aussi directement de réalité virtuelle, parlait directement de choses qui sont clairement dans la modernité, alors un tout petit peu moins maintenant, mais on va dire il y a quelques années, on avait vraiment ce truc de la réalité virtuelle et comment on pouvait se plonger dedans. Le truc c'est qu'Existence, encore aujourd'hui, alors que c'est sorti en 98 si je me rappelle bien, le point de vue qui est donné par Cronenberg est encore extrêmement présent et d'une grande subtilité d'intelligence dans la manière dont ça a porté. Or là, on est vraiment sur un truc qui est vraiment in your face et assez banal en fait. Enfin, je ressors pas quelque chose de particulièrement intéressant. Et pour ce qui est de la question de la mort, on a un peu le rapport de la mort de Cronenberg, qui a un peu cette idée que voilà comment dans un monde ultra numérique et où il y a justement une marchandisation de la mort qui est faite dans une certaine manière dans un système de consommation et donc de capitalisme, on va tout d'un coup avoir cette idée de la mort n'existe plus d'une certaine manière, on arrive à contrecarrer la mort et d'en arriver à un truc où même la mort n'a plus de sens parce que l'éternel, l'être qui nous est cher sera de tous les cas éternel, que ça soit par l'IA, parce que tout simplement le personnage, un des personnages du film est tout simplement la femme de Cronenberg qui est devenue une IA tout simplement, donc en fait sa présence est continue dans le film, et pareil pour ce qui est tout simplement de leur présence, même s'ils sont morts à proprement parler, et le fait que la technologie GravTech leur permet d'être constamment au plus proche des gens, donc de leur famille, des gens qu'ils aimaient, etc. Et donc, en fait, il n'y a jamais complètement une période de deuil, parce que tout simplement, l'être cher qui est parti n'est jamais véritablement parti. Sur ça, peut-être, je peux rapprocher un truc un peu plus intéressant sur l'œuvre de Cronenberg, mais mis à part ça, la grande majorité des thématiques qui sont abordées sont plutôt assez banales, voire même par moments un peu ridicules, quand notamment le film sombre, surtout vers la fin du film, dans des espèces de lignes un peu complotistes, un peu bizarres. Je pourrais pas dire si Cronenberg se moque de ces trucs-là, ou alors il y est vraiment un peu en train d'y mettre un petit pied. Je pense qu'il y a un espèce d'entre-deux, parce qu'il y a vraiment des moments où c'est très grossier, la manière, d'ailleurs c'est quand même combiné, on retrouve quand même des espèces de trucs à la c'est les Chinois qui nous exploitent, c'est les Russes qui veulent lever un complot, et puis c'est le contrôle américain qui veut... Des trucs assez ridicules qui par moments vraiment sont plus que gênants, et plus on va vers la fin du film, plus on tombe un peu malheureusement là-dedans. Alors Dieu merci, je trouve que dans l'ensemble, et c'est un peu le gros défaut que j'ai avec Cronenberg, c'est j'adore son côté body horror, justement, ça reprendre un peu le côté organique et du corps humain dans son choc, dans sa brutalité, pour faire passer des messages et pour créer une ambiance qui est très
particulière dans ces longs métrages. Là, le film a tendance à pas trop tomber dans ce côté un peu bobo, artiste, voire les films un peu bavards que Cronenberg peut faire. Il tombe pas trop dedans, même si de temps en temps il l'aime, mais vraiment il arrive à s'en extirper un maximum. Et c'est là où du coup, moi le film m'intéresse, c'est qu'il y a une vraie ambiance glauque cronenbergien, on pourrait dire de manière générale, qui marche complètement. Il y a des vraies scènes de malaise, il y a des vraies scènes qui sont d'une force absolument dingue. Je pense notamment à des scènes où justement le personnage de Vincent Cassel est avec sa femme dans des espèces de flashbacks. Il y a visuellement des trucs qui sont assez poignants, avec justement des espèces de scarifications, des coupures. Il y a vraiment ce truc à la fois malsain, à la fois assez chaud, on pourrait dire d'une certaine manière. Il y a un espèce de mélange qui se crée, qui est juste et vraiment ultra agréable, et qui représente parfaitement en fait le cinéma de Cronenberg, qui est juste très très juste, et qui là arrive à complètement me prendre et me fait suivre en fait dans l'œuvre dans son entièreté. Et vraiment, c'est ces scènes d'une grande puissance, et surtout ces scènes qui transpirent la sincérité intense de Cronenberg, justement dans les thématiques qui le touchent le plus profond, et encore une fois dans la question du deuil. Je pense notamment encore une fois aux scènes avec justement sa femme, d'une certaine manière, où c'est vraiment clairement des réflexions et le point de vue direct de Cronenberg, que ça soit sur la sexualité, que ça soit même sur le rapport au corps, que ça soit sur le rapport émotionnel, sur le rapport à l'être cher, et en même temps la scène du début où là aussi on est vraiment sur un cri. Enfin, c'est littéralement la première scène qu'on voit du film, c'est un hurlement du personnage de Vincent Cassel, qui est littéralement un hurlement de Cronenberg qui annonce directement la couleur. Et là, dans cette sincérité, il y a quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, même encore avec ce truc-là, il y a encore des choses qui vont pas. Par exemple, visuellement, alors déjà les FX sont vraiment très moches, c'est vraiment pas beau du tout. Pour un film qui parle de technologie, c'est quand même un peu une tristesse absolue. Mais visuellement, c'est quand même mort, quoi. C'est sans mauvais jeu de mots. Alors, je sais pas si c'est du génie de se dire, en fait, mon image va être mort comme le fait que je veux parler de mort dans mon film. Mais vraiment, l'image est d'une platitude totale, à part quelques instants où visuellement, on est sur une utilisation de couleurs et de lumière plutôt intéressante. Dans l'ensemble, c'est pas spécialement très recherché, même si on a des petits effets body qui sont assez intéressants, des coupures, des bras enlevés, machin, pas mal. Il y a des trucs intéressants aussi, mais dans l'ensemble, visuellement, c'est plutôt plat, c'est plutôt assez triste. Et pour conclure un peu tout ce grand cheminement de pensée, je pense que The Shroods est une œuvre qui est dans la continuité de ce qu'est Cronenberg actuellement. Peut-être d'une certaine manière une œuvre testament, on ne sait pas. Il faut quand même se dire que Cronenberg il commence déjà à être un peu vieux, mais en tout cas ça fait partie d'une de ses œuvres les plus personnelles, ou en tout cas je pense vraiment que c'est une des œuvres où il se livre le plus sur un ressenti personnel qu'il a pu avoir récemment, mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'était Crime of the Future. C'est vraiment Cronenberg qui a encore quelques dernières choses à dire dans la direction qu'il a actuellement. Et moi, d'une certaine manière, étant quelqu'un qui est très très fan de Cronenberg, je suis assez fasciné par suivre justement, malgré tous les soucis qu'il y a dans ces 2 derniers films qu'il a pu réaliser, et ce qui sont des défauts d'ailleurs inhérents au cinéma de Cronenberg, moi je reste quand même assez fasciné par le suivre. Et du coup, ce qui fait que cette œuvre, moi, me rend assez mitigé, mais quand même j'ai un peu d'amour pour suivre ce monsieur, et je trouve du coup l'œuvre plutôt ok, acceptable et quand même intéressante, parce que l'œuvre est quand même prenante à suivre, et ça me permet aussi de rapporter que c'est un rappel sur ce qu'est devenu David Cronenberg actuellement, et qui n'est pas forcément la ligne que moi j'aime le plus de Cronenberg. Je préfère largement le Cronenberg du passé, ça on en est très clair, mais la direction qu'il emprunte dans sa carrière, je la trouve intéressante, et elle me donne envie de le suivre, même si je ne me retrouve pas pleinement là-dedans. Et même si je reste plutôt éloigné de ces nouvelles œuvres par rapport à ces plus anciennes, je continue à suivre avec beaucoup d'intérêt ses créations, et notamment cette œuvre-là et le chemin qu'il essaye de vivre, enfin, le chemin qu'il est en train de mener, et notamment le chemin que cet immense auteur est en train de continuer à le mener, même si par moments ça ne me parle pas. Donc bref, comprenez bien que Les Linceuls, c'est un film qui est plus que mitigé. Je sais que c'est un film qui s'est fait d'ailleurs exploser à Cannes l'année passée. C'est vraiment un film qui a pris des critiques hyper violentes. J'ai un peu de recul avec toutes ces critiques-là. Je pense que c'est une œuvre qui va laisser beaucoup de gens sur le côté. Je pense que c'est un film qui a beaucoup de défauts et qui ne peut pas être amputé, on va dire, de l'œuvre. Mais en même temps,
pour l'œuvre en elle-même et surtout pour le chemin de création qui est lié à David Cronenberg. Si vous êtes intéressé par David Cronenberg, c'est quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Alors je vous déconseille de commencer à découvrir l'œuvre du grand maître à partir de ça parce que c'est vraiment pas intéressant. Mais si vous êtes un minimum intéressé à la carrière du réalisateur et que vous êtes un minimum intéressé par son chemin, je pense que c'est une œuvre qui reste quand même assez pertinente à suivre et à découvrir pour comprendre, on va dire, le cheminement psychologique de l'un des plus grands auteurs, je pense, de ce 20e et 21e siècle dans la création de cinématographie. Allez, on enchaîne après avoir parlé d'une mini-série, après avoir parlé d'un long métrage. Pourquoi pas parler d'un documentaire? On va vous parler de The Settlers. I made a film about them in 2011. But now, since the attack of October 7th, I'd heard that they were accelerating the settlement process. Why are you filming me? While being protected by the Israeli military. I'd come to try to understand their mindset and to see the consequences of their ultra-nationalist vision up close. They don't see us as equal human beings who deserve the same rights they do. The Settlers, c'est donc un documentaire mené par le journaliste anglais Louis Theroux. C'est un documentaire qui a fait pas mal jaser, que tu as pu voir, mon bon Roman, un documentaire qui a fait polémique, on pourrait dire. Ouais, un petit peu. Bah, c'est effectivement, donc Louis Theroux, c'est un journaliste américain anglais, de la BBC, qui travaille beaucoup sur la BBC et qui fait beaucoup de documentaires pour la BBC. Et en l'occurrence, qui se spécialise un peu dans aller voir des extrémistes, en fait. Aller voir des extrémistes, donc il en a fait pas mal où il rencontre des nazis, genre des néo-nazis allemands hyper vénères, pas que allemands d'ailleurs. Voilà, il va un peu dans ces extrêmes-là. Alors après, on peut juger de la démarche, la pertinence de la démarche ou pas. Et puis là, il a fait en 2011 un film qui s'appelait, je sais plus le nom du film, mais qui s'appelait quelque chose sur les colons israéliens en Cisjordanie. Qui lui aussi avait déjà fait beaucoup parler. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, 15 ans après, et donc après le 7 octobre, voilà, il revient dans cette zone-là. Il revient pour un documentaire, voilà, où il va un peu interviewer, parler avec des gens, avec des colons, hein, principalement des colons. Il parle aussi avec des Palestiniens. Et puis voilà, c'est un peu toujours la même formule. C'est vraiment, il laisse le temps de dérouler. Toujours, en fait, dans tous ces documentaires, il va avoir des gens extrémistes. Il leur laisse vraiment le temps de s'exprimer, quoi. C'est-à-dire qu'il va juste poser une question. Et peut-être des fois, il fait des petits aiguillages, machin, mais sinon, il les laisse débiter le discours et tout. Donc, il y a un côté aussi transparent et un peu sans filtre qui est intéressant, je pense, à regarder. Après, voilà, sur ce documentaire-là, donc c'est vraiment lui qui va voir, voilà, dans les colonies un peu en Cisjordanie, il va rencontrer aussi un peu la personne qu'on appelle un peu la papesse des colonies israéliennes, qui s'appelle Daniela Weiss, et qui est un peu celle qui a lancé le mouvement de colonisation dans les années déjà 40, 50, quoi. Donc elle a genre 80 ans. Peut-être pas une 50 du coup, mais très, voilà, c'est un grande peu... leaduse d'extrême droite. C'est ça, leaduse d'extrême droite, et puis très influente et encore très respectée aujourd'hui. Et en fait, voilà, il va un peu dans plein d'événements de gens qui veulent coloniser, tout simplement. Il rencontre un peu des gens, il rencontre aussi un Palestinien de je sais plus quelle ville, peut-être que c'est Hébron ou un truc comme ça, et qui vit en fait lui presque clôturé, quoi, presque, où il a des checkpoints, voilà, enfin pas presque clôturé, littéralement clôturé, il doit passer par des checkpoints, il y a des endroits où il peut pas aller, donc c'est un peu tout ce qu'on sait de l'apartheid israélien, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est l'angle. Alors en fait, c'est un peu à double tranchant, parce qu'il y a, d'un côté, c'est intéressant de voir des gens complètement extrémistes, et en plus, bizarrement, beaucoup sont nés aux États-Unis. Ils ont beaucoup de Texans, voilà. Donc Texans et Israéliens extrémistes, c'est vraiment chaud. Mais toujours est-il que, ouais, il va voir ces gens-là, donc c'est intéressant d'entendre leur discours vraiment sans filtre et de mesurer un peu l'horreur des propos. Et en même temps, le fait de mettre l'accent uniquement sur les extrémistes, il y a un côté sensationnaliste, un côté un peu, voilà, mais qui est un peu un peu sa spécialité aussi. Ouais. C'est ça, donc c'est un peu aussi ce truc-là qui est peut-être qu'on peut, voilà, un peu se discuter de la pertinence du truc et de à quel point c'est pertinent politiquement. Mais sinon, je trouve intéressant même dans le montage, parce qu'en fait, tu sens que lui, il est poli parce qu'il est journaliste et parce qu'il veut pas non plus se faire virer, il pouvoir faire son taf. Mais en fait, il y a des petits champs contre champs où tu vois, il serre les mâchoires vraiment, où il est vraiment pas à l'aise avec ce qui est en train d'être dit.
Donc même au niveau du montage, je trouve qu'il y a un truc qui est pas mal, je trouve, dans la façon d'exposer la cruauté des discours, ça passe pas mal par le montage. Et du coup, voilà, cinématographiquement, c'est intéressant. Après, voilà, hein, franchement, je pense que c'est intéressant de le regarder parce que voilà, ça remet un peu aussi les idées en place. Et puis, il est sur YouTube. Moi, je l'ai vu sur YouTube. Je l'ai trouvé sur YouTube, mais je pense qu'il n'est pas accessible sur les trucs de la BBC. Non, ici. le site de la BBC n'est pas bloqué. accessible en Suisse. Voilà, mais il est en tout cas sur YouTube. Je ne sais pas s'il va peut-être faire un peu des allers-retours selon les droits d'auteur. Mais voilà, 1 heure assez efficace. Quand même intéressant à regarder, et puis même il a fait pas mal d'autres choses qui sont plutôt intéressantes avec Daesh, avec les nazis et tout, donc il y a de quoi faire si on aime un peu se torturer l'esprit, c'est pas mal, donc voilà, je conseille. Une œuvre qui est d'ailleurs assez particulière, et j'en parlais au début par rapport au tabloïd anglais, où c'est vraiment, et peut-être c'est aussi le fruit d'un débat qui pourrait être assez intéressant, c'est une œuvre qui est importante, je pense, sans avoir vu l'entièreté du truc, mais en ayant un peu vu des débats derrière et en ayant vu des extraits, machin. C'est quand même une œuvre qu'il faut rappeler être une espèce de caméra posée dans un lieu où normalement peu de caméras vont, et d'essayer de montrer, chose qui se fait déjà depuis un bout de temps, hein, régulièrement on a eu des journalistes qui ont été sur place et qui encore aujourd'hui essayent d'aller sur place pour montrer la réalité et l'horreur de justement le colonialisme sioniste israélien, mais il y a quand même un truc qui est assez affligeant, je pense, sur ce film-là, c'est qu'un film qui a simplement vocation, qu'en plus de ça, Louis Theroux est pas forcément non plus un grand révolutionnaire, non, voilà, c'est pas non plus un radical à proprement parler. Juste un film qui se permet d'aller montrer une réalité, ou en tout cas se permet de tenter de montrer une réalité. Alors on peut toujours questionner l'idée que est-ce qu'il existe un réel dans le cinéma, ça on est bien d'accord que non, mais d'une certaine manière, l'œuvre se veut quand même une espèce de documentaire, ou en tout cas de juste montrer une certaine réalité. Cette œuvre-là, c'est quand même fait attaquer par une grande partie de la presse anglaise et de la presse américaine comme étant une œuvre déjà antisémite, et puis en plus de ça, comme une œuvre qui faisait l'apologie de justement une espèce de manipulation des images, etc. Et c'est quand même assez affligeant et triste de se dire qu'on en est quand même à un moment dans cette situation politique où une œuvre comme ça, juste parce que tu l'as créée, va juste être attaquée par simple principe que tu défends une certaine réalité ou que tu veux montrer quelque chose. Quoi. Alors qu'en plus, le truc manipulation des images, franchement, quand tu le regardes, c'est justement une des forces, ce que j'ai dit, mais effectivement d'avoir un truc très brut, où tu sens qu'il y a les conversations, des fois tu as des 5 minutes de quelqu'un qui parle, ou tu as des entretiens avec justement Daniela Weiss, voilà, des entretiens assez longs et tout. Et en fait, la parole n'est pas manipulée. Parce que, au contraire, on a l'impression qu'ils disent même plus que parce qu'il y a des caméras, ou qu'en tout cas, ils se lâchent. Quoi. Il y a pas ou alors, ils ne se lâchent pas, et qu'est-ce que c'est en privé. Mais non, et puis tu as même un peu des confessions de... elle dit à un moment Daniela Weiss que Netanyahou la soutient, mais qu'elle ne peut pas le dire. Elle peut pas le dire publiquement. Enfin, il y a vraiment un peu des scoops, limite des trucs... Des trucs assez choquants. Moi, quoi, ce qui me marque dans ce qu'elle dit, c'est par exemple quand il lui dit non, mais qu'est-ce que vous dites quand justement l'ONU considère que vous faites un crime contre l'humanité? Elle fait comment ça on fait un crime contre l'humanité? Il lui dit écoutez, déplacement de population, c'est considéré comme un crime contre l'humanité. Elle le regarde et dit mais vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui commet un crime contre l'humanité. Ouais, c'est ça. Et t'as un peu ce rapport-là en mode là c'est du concret. Là, c'est très concret, quoi. C'est ça, et c'est vraiment les gens derrière l'idéologie et derrière les crimes. Il y a des vrais gens, quoi. Donc c'est aussi intéressant de voir ça. Et non, franchement, je pense quand même à regarder, même si à prendre avec quelques pincettes sur le côté extrémiste, puisque aussi même quand on cible chez les extrémistes, ça laisse à penser que c'est les extrémistes le problème, et qu'il y a un truc où c'est que eux ce qui pose problème et pas tout le reste. Donc voilà, c'est quand même à regarder avec quelques, je dirais... quelques pincettes, ou pas prendre non plus tout absolument 100% pour acquis, mais quand même un must-watch, je recommande. Allez, pour conclure nos films d'actualité, pourquoi pas se tourner vers une grande figure militante? Pourquoi ne pas se tourner vers Oksana Chatsko, la créatrice, ou en tout cas l'une des créatrices du collectif féministe Femen. On va vous parler de l'histoire qui raconte un peu librement l'histoire de cette femme. On va vous parler d'Oksana. Сексуальний об'єкт перетворюється на об'єкт, який протестує. Наша місія – бунт! Наш Бог – женщина! Ми – Femen!
Vous êtes arrivé en France quand? En 2013. Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? On était engagés là-bas. Oksana est donc réalisé par la réalisatrice Charlène Favier et donc le long métrage nous raconte l'histoire et le portrait librement interprété d'Oksana Tchatchko, artiste, peintre, femme ukrainienne, réfugiée politique, sex-activiste, mais surtout l'une des fondatrices du mouvement politique féministe et contestataire Femen. J'ai donc pu voir ce long métrage, un long métrage qui m'intéressait pas mal, je dois dire, quand j'ai vu un peu passer les premières informations qu'on a vu arriver assez tard, je dois dire, mais au moment où les premières infos du film, les premières communications du film sont sorties, le film avait l'air assez intéressant, car aujourd'hui, traiter des Femen est quand même un sujet un peu particulier. On aura peut-être la chance d'y revenir un tout petit peu après, mais ça reste quand même un sujet un peu particulier, et de retracer avec maintenant bien, je dirais, plus de 10 ans, 20 ans, on va dire, de mouvements politiques, ça aurait pu être assez intéressant, et ça l'est, de retracer un peu cette petite histoire et de regarder un petit peu la fondation de ce collectif. C'est donc un film qui est assez particulier, car en réalité, c'est pas un biopic, vraiment, faut bien poser le truc tel quel, et le film le pose dès le début. Parce que le film propose véritablement et précise dès le départ dans un carton de texte, précise que l'œuvre est une lecture du récit de la création du collectif Femen, ou plutôt c'est une lecture libre et interprétative de l'histoire justement de Oksana Tchatchko. Et vraiment le film dès le début a un carton de texte qui nous dit « Sachez que c'est une adaptation libre où certaines choses sont laissées de côté par volonté des auteurs et des autrices de justement porter un message. » Et donc il y a clairement une posture qui est posée dès le début. Et c'est quand même assez rare de voir un film qui, dès le départ, dans sa première image qu'il te donne, va directement reconnaître que ce que tu vas voir n'est pas la réalité. C'est quand même assez rare. Très souvent, dans justement ces biopics-là, on a tendance à ne pas avoir ce truc-là, où on va donner à bouffer aux spectateurs et spectatrices, et très souvent, les spectateurs et spectatrices prennent l'œuvre comme étant une réalité. Or là, dès le début, on te pose l'idée que ce que tu vas voir n'est pas du tout une réalité, est un rapport de fiction, est une fiction qui se base sur des éléments réels pour apporter une lecture de justement ce qu'étaient les Femen et ce qu'est actuellement les Femen. Et la lecture justement qui en est faite, c'est que le groupe des Femen est un groupe révolutionnaire féministe qui a été accaparé tout simplement pour en devenir, ou en tout cas qui a été accaparé par des collectifs plus européens de l'Ouest, on pourrait dire, là où Femen vient plus de l'Ukraine, de la Russie, où justement des militantes ont été même emprisonnées juste pour s'être permis de lutter contre la prostitution forcée, le tourisme du sexe, le patriarcat, etc., etc., les normes patriarcales, les normes du mariage, le poids de la religion sur justement les femmes. Un mouvement qui par la suite va être réapproprié, accaparé par d'autres collectifs, notamment plus français, plus européens. Le film se centre surtout sur Femen France, mais en tout cas accaparé d'une certaine manière par d'autres personnes qui n'ont pas complètement repris le combat initial. Donc c'est quand même un film qui a une attaque semi-directe envers Femen France d'une certaine manière. Et alors, je précise juste un truc, c'est quand même assez questionnable dans l'idée de mettre de côté pas mal d'éléments, parce que justement, je parlais un peu au début de cette présentation de pourquoi en fait parler des Femen aujourd'hui c'est quand même assez particulier. C'est quand même les collectifs Femen aujourd'hui sont quand même des collectifs qui sont pas mal dans la sauce, même au sein des différents courants féministes, que ça soit pour des postures transphobes ou que ça soit pour des postures, on va dire, pas très inclusives sur justement les personnes, les femmes musulmanes, ou que ça soit pour les femmes racisées. Ça a tendance à être plutôt des collectifs qui ont été critiqués comme étant pas sectaire, ou alors déjà en partie sectaire, et puis plutôt dans une posture de féminisme radical, pas très inclusif, et plus dans une perspective de femme blanche, on va dire d'une certaine manière. C'est les critiques qui peuvent en arriver. Je vous invite à vraiment vous plonger un peu dans les différents débats théoriques qu'il y a entre justement les différents collectifs féministes, et notamment les critiques qui sont faites par les collectifs Femen, malgré des actions qui peuvent être très intéressantes, mais il y a des critiques qui sont faites envers ce collectif, et donc ça pose un peu des questions de se dire, mais dans ce film-là, où par exemple les questions de transphobie ne sont pas abordées, les questions par exemple de prostitution sont encore assez sommaires, on va dire, mettre de côté les vrais défauts qu'ont les collectifs Femen, ça pourrait se poser la question de est-ce que ça a un sens ou pas.
J'ai pas une claire vision de ces éléments. Je pense que c'est un truc qui doit être libre à chacun de se questionner, parce que c'est une question plus large, on va dire, qu'on pourrait avoir au sein du cinéma. Mais bref, tout ça fait que Oksana, du coup, traite de ces questions-là, traite de justement ce récit qui est focalisé énormément sur Oksana Chatsko. Et moi, la première chose qui me ressort de ce film, c'est que je trouve qu'il y a un véritable manque de clarté sur ce que le film veut dire dans, on va dire, sa plus grande profondeur, au-delà de la première couche, qui est de montrer justement la création du collectif Femen et de parler d'un petit peu Oksana Chatsko, une des créatrices justement de ce truc-là. Parce que oui, l'œuvre, elle met en pied, elle met en scène justement la lutte de justement Oksana et plusieurs d'autres militantes, mais tout ça pourquoi ? Pourquoi et en quoi ce truc-là particulièrement est pertinent ? En quoi ça me dit quelque chose sur l'état, on va dire, de ce qu'il pourrait avoir aujourd'hui, ou d'un recul que je pourrais avoir avec les années sur le combat féministe. Alors oui, c'est très intéressant de montrer le combat très courageux qu'a pu avoir justement cette femme, mais personnellement, et c'est ce qui moi m'intéressait avec Oksana, c'est que j'aurais voulu comprendre la réflexion qui était plus profonde, la pensée politique qu'avait Oksana Chatsko sur justement la posture féministe qu'elle avait et sa vision qu'elle avait du monde. Là, sur ça, sur le film qu'on a, en fait, on n'a pas son fond idéologique à proprement parler, et on n'a pas une véritable posture. On comprend de temps en temps quelques petites choses, on est plutôt sur quelque chose d'assez superficiel de lutte contre le patriarcat, mais la pensée profonde de justement le collectif Femen à sa création, voire les divergences qu'il pouvait y avoir dès le départ au sein des différentes militantes, c'est quelque chose qui est passé sous le tapis et qui est plutôt laissé comme oui, bon, bah en fait, c'était des féministes. Et moi, c'est malheureusement pas ça qui m'intéressait. Et le truc, c'est que de temps en temps, il y a une scène en particulier qui montre un petit peu de ça. C'est par exemple la question de quand elles décident de choisir pourquoi elles vont militer les seins à l'air, qui est une grande marque de fabrique, on pourrait dire, du collectif Femen, c'est de justement visibiliser les messages politiques en mettant sur leur poitrine pour que justement on gagne l'attention des médias. Ça, par exemple, quand ça arrive, bon bah c'est intéressant. Le problème, c'est que c'est très court. Et ça aurait dû être un peu plus long de poser cette réflexion politique de pourquoi user de cette mécanique-là pour justement prôner un message. Pareil, la création du nom Femen, c'est quand même plié en 40 secondes dans un bar, dans le film, alors que justement, la réflexion de pourquoi appeler ça Femen, il y avait quelque chose d'intéressant. Et en fait, dans l'ensemble, on a quand même l'impression que le film a tendance à beaucoup plus honorer le côté artistique et la vie, à proprement parler, d'Oksana, malgré le fait que l'actrice qui joue Oksana est très très forte, hein, je trouve qu'elle s'en sort incroyablement bien, mais on a quand même l'impression de vraiment plus se focaliser sur Oksana que véritablement son parcours à proprement parler de militante et la pensée politique qu'elle a. C'est peut-être une démarche qu'a la réalisatrice, de vraiment beaucoup plus s'intéresser sur la femme en tant que telle et moins par son combat politique, ou que son combat politique soit plus quelque chose de secondaire dans la diésèse, ou en tout cas dans l'œuvre qui en est faite. Je trouve que ça va pas assez en profondeur, et je pense que ce qui est marquant de ça, ce qui est un peu le démonstratif de ça, c'est notamment la finalité du film. Alors ça, si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille de sauter cet extrait et de passer dans 10 secondes, vous tapez plusieurs fois. Mais tout simplement, quand on parle du suicide d'Oksana à la fin, alors bon, c'est un cas historique, donc c'est juste qu'elle se suicide, etc. Mais quand on parle de ce truc-là, on voit bien que c'est amené un peu de nulle part. Ça arrive, alors oui, historiquement, c'est arrivé, mais ça n'est pas posé de pourquoi, en fait, elle va commettre cet acte-là. Et sur ça, bah mince en fait, parce que tu conclus ton film sans ayant vraiment posé les différents éléments au préalable. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu, j'avoue ne pas être vraiment pris. Alors, je suis pris par d'autres choses. Je trouve que le film me prend vraiment sur ces questions visuelles, où je trouve que visuellement, le film est vraiment très très bien. Il y a un vrai travail de la metteuse en scène, il y a un vrai travail de la réalisatrice, que ce soit dans sa réalisation qui est hyper inspirée et très 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 variée. Il y a plein de choses très différentes qui rendent le tout méga agréable à regarder. Je pense qu'il y a un vrai travail dans la beauté des images, dans l'étalonnage, dans le mélange des couleurs, dans la manière dont on va filmer les corps, dans la manière dont on va filmer les différentes scènes avec une certaine mise en scène, avec une certaine, on va dire, cadrage, etc., qui est extrêmement travaillé. Vraiment, au niveau plastique, l'œuvre est extrêmement intéressante. Et il y a plein de scènes qui sont juste magnifiques. Je pense notamment à la scène dans la piscine, qui du coup évolue d'abord en étant une espèce de moment de natation, qui va ensuite arriver dans les vestiaires, où du coup... Au départ, la scène en est un peu glauque pour ensuite en devenir un truc hyper érotique, pour ensuite en devenir une œuvre presque... Enfin, un moment
presque spirituel, voire même pas presque spirituel, est clairement filmé comme quelque chose de spirituel, symbolique, pour ensuite en revenir à quelque chose d'une coupure nette qui presque en a un rapport un peu comique, on va dire, dans la construction du plan. Pareil, il y a vraiment tellement de plans avec des scènes avec le KGB, on a des scènes de feu, enfin, il y a des moments qui sont d'une très très grande intensité et qui sont hyper chouettes à porter. Et c'est en fait ça, moi, le gros point qui me fait apprécier le film, malgré tous les défauts que je retrouve, et notamment un défaut qui est un peu tombé de temps en temps dans le côté un peu arty, sensoriel, un peu regardez, je suis comment on pourrait dire, ressentez la vibe, la vibration de quelque chose. Je m'en contrefous, je trouve qu'en plus c'est complètement déconnecté du fond du film et de l'intérêt du message que le film pourrait renvoyer, mais vraiment visuellement, ça m'a permis de tenir à voir l'œuvre, d'où le fait que je considère qu'au final le film est pas mauvais, je trouve le film sympa à regarder malgré tous ses défauts. J'aurais vraiment voulu avoir quelque chose de plus intéressant, qui aille beaucoup plus en profondeur dans la réflexion nette et pure qu'avaient justement ces collectifs-là. Je trouve que ça reste beaucoup trop superficiel, ça se concentre beaucoup trop superficiellement sur Oksana et pas vraiment dans sa réflexion pure. J'aurais voulu avoir un peu plus de fondement sur ça pour comprendre d'une certaine manière les combats qu'on aurait pu mener aujourd'hui ou que justement il est possible de mener aujourd'hui sur ces questions-là. Je trouve que malheureusement le film va dans des directions qui moi personnellement me marquent pas, mais en même temps le côté purement cinématographique de l'œuvre me fait dire qu'on peut pas mettre ce film comme un film mauvais. Je pense que vraiment c'est un film qui est réussi à plein d'aspects, qui me laisse un peu en dehors ou qui je pense ne va pas dans une direction qui moi j'aurais trouvé intéressant, mais en même temps c'est quand même une œuvre qui mérite d'avoir quand même un petit coup d'œil, qui tente pas mal de choses, qui a plein de réflexions, qui a plein de propositions à faire. C'est une œuvre que je peux en vrai vous inviter chaleureusement à découvrir, que ça soit pour le meilleur si vous allez trouver quelque chose qui va juste visuellement vous faire adorer, enfin que vous allez adorer et qui va quand même vous pousser à certaines réflexions et vous faire aussi découvrir ce personnage d'Oksana, mais aussi peut-être pour des personnes qui vont trouver le film beaucoup trop superficiel et pas assez intéressant, alors que le jalon qu'aurait pu être au départ ce film aurait pu être bien plus pertinent que quelque chose d'aussi superficiel. C'est donc tout pour nos petits films d'actualité, et avant d'entrer dans la deuxième partie de notre émission pour conclure, je vous rappelle que si cette émission vous plaît, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez, de nous partager un maximum pour faire vivre et faire continuer cette belle émission avec une équipe qui est un peu réduite aujourd'hui malheureusement. Il n'y a que moi et Roman, mais on salue évidemment nos chers amis Théa et Lorenzo que vous allez évidemment revoir très très vite, et évidemment de nous suivre sur tous les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos différentes actualités et des différentes sorties de nos épisodes. Enfin bref, on arrive du coup à cette deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, pas de carte blanche car aujourd'hui, l'actualité cinématographique est bien plus remplie. Aujourd'hui, l'actualité cinématographique, elle est rythmée par le Festival de Cannes. C'est toujours une appréhension énorme le fait de venir à Cannes, mais on est vraiment récompensé en fait. J'ai envie de le refaire. I am pinching myself. This is a marvel. There's no place like here. It's always evolving and changing. You get all this sudden attention and you're part of this like crazy experience. C'est comme un manège qui s'arrête jamais. It was a dream come true for our film to be selected in the main competition in Cannes. It's impossible to find words to tell you how I feel. Le 78e Festival international du film à Cannes se va donc commencer le 13 mai. Donc en théorie, si vous écoutez cette émission, le festival a commencé hier, date de sortie de cette émission. C'est donc cette 78e cérémonie, évidemment, le grand rendez-vous de tous les grands cinéphiles pour aller voir les sorties de cette année. Et on va quand même vous en parler un petit peu. L'idée, c'est peut-être pas de repasser via
tous les films qui vont sortir à Cannes, mais au moins de vous parler un peu de nos petites pépites qu'on attend, des œuvres qu'on a pu un peu regarder. On a regardé le programme avec beaucoup d'attention et vous donner un peu les petites œuvres qui nous passionnent. On est intéressés, on a hâte de les voir sur grand écran. Et d'ailleurs, on pourrait commencer tout simplement en disant que, et je ne sais pas ce que t'en penses, mon cher Roman, mais quelle sélection cette année! Quelle sélection impressionnante, il faut le dire. Des belles choses. Il y a vraiment un grand mélange. On citera après la totalité des différentes, en tout cas pour la compétition officielle. Mais vraiment, moi, je trouve il y a une grosse régalade cette année, je trouve, mon Roman. Ouais. Est-ce que je me permets de commencer avec Mais tu peux commencer directement, dis-nous donc. Un petit film que... Chacun a quelques œuvres, je te donne la parole. Un petit aller-retour, un petit ping-pong. Qu'est-ce qui, toi, te chauffe un peu dans Alors moi, cette qui me chauffe un peu, déjà, c'est le dossier 137 de Dominique Moll. Je l'ai noté aussi. aussi. Tu l'as noté aussi. Absolument. Voilà. Qui avait fait donc La Nuit du 12, qui est un des meilleurs thrillers français, en tout cas de ces dernières années. Donc j'ai assez hâte de voir avec quoi il nous revient. Avec quoi il nous revient cette année. Avec en plus un film qui a déjà un peu Donc déjà, les premières images ont l'air très intéressantes, d'arriver dans un espèce de thriller policier un peu particulier, et en même temps un film qui a l'air de justement traiter d'une affaire un peu particulière, de violence policière, de jeunes hommes blessés, de tirs de LBD, enfin un espèce de truc qui a l'air quand même assez rentre dedans, comme l'avait déjà été en plus de ça la Nuit du 12, un peu dans une certaine perspective de dénonciation, absolument. On est absolument d'accord pour dossier 137. Moi, alors évidemment, ça va étonner évidemment personne. Je vous en avais parlé dans ce début d'année en vous disant quelles étaient mes grandes attentes de cette année. On disait qu'on n'était pas sûr de l'avoir cette année, en 2025. Et pourtant, c'est évidemment Alpha de Julia Ducournau. Et oui, bien sûr. Roman, je l'ai aussi, c'est vrai qu'il me tente aussi. Il a l'air juste assez dingue. En plus de ça, le synopsis a l'air très mystérieux. Donc, de parler de justement une jeune Alpha de 13 ans qui apparemment, donc une jeune adolescente qui apparemment à un moment donné se réveille avec un espèce de tatouage un peu bizarre sur le bras. Souvent, Julia Ducournau nous avait habitués à des synopsis assez mystérieux. Ça avait été le cas avec Titane, ça avait été le cas avec Grave. Et là, elle nous revient avec apparemment une de ses œuvres les plus personnelles. Comment je ne fais pour pas être la hype? C'est vraiment le gros film que j'attendais cette année et je veux le voir le plus vite possible, quoi. Vraiment le plus vite possible. Ouais, c'est vrai qu'il me tente aussi pas mal. Moi, ensuite j'ai Nouvelle Vague de Richard Linklater. Pareil. Ouais. Donc qui raconte le making of de À bout de souffle de Godard. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Ça fait un moment que c'est en chantier, qu'on entend parler un peu des trucs comme ça. Et puis ça m'intrigue quoi, vraiment de qu'est-ce qu'il en a fait de ça, parce que Richard Linklater c'est quand même un réalisateur qui est très éclectique, qui a fait beaucoup de choses un peu parfois bien, parfois moins intéressant, donc je me réjouis, en même temps j'appréhende, mais je pense que ça peut être bien. En plus, c'est un film qui se définit comme étant raconté dans le style et l'esprit de Godard, tournant à bout de souffle. Voilà, donc faudra voir. C'est une expérimentation, moi je prends, mais on verra. Absolument, alors on va enchaîner, moi aussi, donc c'est vrai que le Nouvelle Vague m'intéressait pas mal, mais... Alors ça, c'est un peu moins classique, mais on a déjà commencé à bien l'entendre communiquer maintenant depuis quelques mois. C'est évidemment le nouveau film d'Ari Aster, Eddington, qui est lui aussi en compétition officielle. Je sais qu'il avait laissé beaucoup de personnes sur le carreau avec justement Beau is Afraid. Moi, ça avait été l'un de mes gros coups de cœur d'il y a 2 ans en arrière. Il revient avec Eddington, il revient justement avec Joaquin Phoenix, donc... Voilà, qu'est-ce que ça va donner? Il y a beaucoup de coms qui sont déjà commencés à sortir. Ça a l'air très bizarre. Ça a l'air quand même un peu dans la continuité de Beau is Afraid. Mais évidemment, moi qui est un ultra fan de Beau is Afraid, qui est un ultra fan d'Hérédité, qui est un ultra fan de Midsommar, qui est un ultra fan aussi de son moyen métrage, que là j'ai oublié, de Johnson, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Fan de ce mec-là. C'est un mec qui m'intéresse de fou, et évidemment, moi, ce gars-là qui sort, et qui en plus de ça, c'est la première fois, il me semble, qu'il est en compétition officielle à Cannes. Ouais, c'est possible. Le cinéma genre a de plus en plus ses lettres de noblesse, on a envie de dire, dans ce festival. Donc Eddington, un truc que vraiment je ne vais pas louper. Ouais, voilà. Moi j'en ai un, je pense que tu l'auras aussi, mais le film de Jafar Panahi, A Simple Accident. Alors je l'ai pas noté, mais voilà. Oui, il fait quand même partie des trucs. Ouais. Il me tente bien, surtout qu'on a vraiment... très peu d'informations, je crois, sur celui-là, et c'est toujours un peu... je sais même pas s'il est encore en prison, en fait, Jafar Panahi. Il me semble que oui, je suis pas sûr qu'il ait été... je crois qu'il est toujours en prison. Mais du coup, voilà, on faudra voir ce qui en sort. Mais c'est vrai qu'on a peu d'infos, et Jafar Panahi, il est quand même
souvent, il fait des productions intéressantes. Donc ça, je me réjouis de voir. Je crois qu'on a une seule image. Moi, la seule image que j'ai, c'est vraiment un marié Ouais, avec c'est une voiture. c'est l'affiche qu'il y a sur Letterboxd aussi, mais c'est pas. Je crois qu'il y a que ça. Il n'y a pas d'affiche officielle et tout, donc c'est très secret pour l'instant. Donc encore une fois, le cinéma iranien qui est mis en avant au Festival de Cannes l'année passée, c'était justement Les Graines du figuier sauvage. Encore une fois un film iranien et heureusement pour tout ce qui se passe là-bas, encore peut-être une future pépite, on le verra bien. Moi, autre chose qui m'a intéressé, alors j'étais moins intéressé, enfin lui je m'attendais un peu moins, c'est les 2 procureurs de Sergei Loznitsa, je m'excuse si je le prononce mal, alors ça j'en avais un peu aucune idée de ce que ça allait être et j'ai un peu été checker le synopsis et ça a l'air méga intéressant, ça a l'air d'être justement un procureur qui va devoir, on va dire, démanteler en pleine période des purges soviétiques, justement des lettres qui ont été envoyées, si je me rappelle bien, c'est justement des preuves justement du régime et du régime totalitaire soviétique où justement ce gars-là va se retrouver dedans et donc il va se retrouver dans un espèce de d'engrenage. Dans un espèce d'engrenage bureaucratique et comment en fait justement on va essayer de l'avoir pour justement pas faire s'écrouler tout le système, donc en tout cas les preuves de justement les crimes soviétiques ne soient pas mises en avant. Ça a l'air d'être super intéressant visuellement, le truc a l'air d'une vraie noirceur, ça a l'air d'être un vrai thriller un peu angoissant et tout. J'avoue, j'aurais pas été tourné vers ça directement, mais en ayant lu un peu le synopsis et surtout que je trouve que c'est une période qui est assez intéressante historiquement, ces périodes justement de purge machin. Personnellement, ça me motive pas mal à aller suivre tout ça et je pense que ça va faire partie un peu des petites choses qui me donneront envie de suivre ça avec beaucoup d'attention. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais... donc je ne sais quasiment rien, The History of Sound, de Olivier Hermanus. Le pitch me parle, c'est apparemment deux jeunes hommes pendant la Première Guerre mondiale qui vont enregistrer les vies et les voix et la musique des Américains, du peuple américain. Et c'est avec Paul Mescal et Josh O'Connor, donc qu'on a vu dans plein de films récemment. Donc voilà, j'en sais pas grand-chose, mais le pitch me dit bien et puis le casting m'attire bien aussi. Puis moi, pour conclure, du coup, alors ça va être très rapide, mais comment je fais pour pas parler de, évidemment... Alors, je le mets en dernier parce que c'est pas forcément le truc qui, moi, m'intéresse le plus à proprement parler, parce que je pense qu'il y a des trucs qui vont être plus particuliers dans la sélection, mais évidemment, Wes Anderson qui sort un nouveau film, bah moi, évidemment, j'y vais. Et évidemment, dans cette émission, on verra The Phoenician Schema. Non, et puis, évidemment... c'est pas prévu d'aller le voir. Non, et puis, évidemment, on va faire cette petite piqûre de rappel qu'on fait régulièrement par année, qui est... Je considère que ce mec fait des très grands films et je suis plongé dans une poésie absolue. Et puis des gens qui vont dire ce mec est un bouffon qui fait des belles images mais qui ne sait plus rien dire. Mais ça sera la petite piqûre de rappel, ça fera quand même plaisir à tout le monde. Je pense que c'est bien. Non, mais voilà, ça a l'air d'être en plus complètement dans la continuité de Asteroid City que moi j'avais beaucoup aimé en plus de ça. Donc voilà, je veux voir ce truc-là parce que moi à chaque fois que je vois Wes Anderson faire des trucs, bah du coup je suis content. Moi il m'en reste 2 du coup. Il y avait le nouveau film de Kelly Reichardt, The Mastermind, avec aussi Josh O'Connor qui est donc 2 fois en compétition cette année. Bravo à lui. Je sais pas grand chose non plus de ce film là, mais Kelly Reichardt c'est toujours une valeur sûre et ça fait un petit moment qu'elle est... Ah non, ça fait pas du tout un petit moment, ça fait genre 2 ans que son dernier film, mais je me réjouis aussi de voir. Et puis le dernier qui est évidemment le film que j'attends le plus, Sentimental Value de Joachim Trier, puisqu'il nous revient après Julie en 12 chapitres. Un de tes films préférés d'ailleurs. Film préféré avec en plus Renate Reinsve, donc la même actrice en rôle principal, donc c'est presque une suite quoi. Je sais pas trop de quoi ça parle. C'est toujours quelque chose aussi d'un peu familial, d'un peu contemplatif, qui va parler de la vie en général et tout. Et de l'art apparemment, de ce que je vois dans le petit synopsis. Mais évidemment, après, ça va être dur, je pense, de faire aussi bien que Julie en 12 chapitres, donc j'ai un peu de l'appréhension aussi par rapport à ça, mais ça, je l'attends quand même avec beaucoup d'impatience. C'est d'ailleurs un des films qui est le plus attendu au festival, et c'est d'ailleurs l'un des films qui est, parce que Julie en 12 chapitres est évidemment le film qui était reparti, si je me rappelle bien. Avec le prix d'interprétation pour Renate Reinsve. Ouais. Exactement, et qui encore aujourd'hui a une cote de popularité, ce film qui est absolument monumental, et qui, le valeur sentimentale est très attendue, et même assez... courtisé pour potentiellement cette fois-ci choper la palme, tant le premier film a juste été tout simplement adoré par la critique et par le public.
C'est donc nos petites recommandations pour les films en compétition. On rappelle juste la compétition, donc long métrage dans son ensemble. On a donc Valeurs sentimentales de Joachim Trier, Alpha de Julia Ducournau, Die My Love de Rani Ramsey, Dossier 137, Dominique Moll, Eagle of the Republic, Tariq Saleh, Eddington d'Ari Aster, Foury de Mario Marton, Jeune Mère, d'ailleurs oui les frères Dardenne d'ailleurs qui reviennent, aussi, ça on l'a pas dit, mais Jeune Mère, Kwang Yen Shidai donc de Bigan, Les Petites Dernières, Ashfia Herzi, Nouvelle Vague du coup de Linklater, Au Agent Segreto donc de Kleber Mendoza Filo, Renoir, Ayawaka Shi, Romeria de Carla Simone, Sirat d'Olivier Lax, Sound of Falling, Masha Schlinky, The History of Sound d'Olivier Hermanus, The Mastermind de Kelly Reichardt, The Phoenician Schéma de Wes Anderson, Two Persecutors, donc les deux procureurs de Sergei Losina, Un simple accent de Jafar Pani, et enfin Zan O Bashi, donc Woman and a Child de Saïd Roustaé. C'est donc la compétition officielle, mais on a aussi quand même pas mal d'autres choses qui viennent notamment d'un certain regard, qui viennent de leur compétition et qui viennent aussi de Cannes Première. Une petite sélection qu'on va aussi vous donner. Qu'est-ce que toi t'intéresse un petit peu dans tout ça ? J'en ai quand même noté quelques-uns. Alors le premier que j'ai noté dans Un certain regard, je crois, c'est un truc un peu bizarre, c'est L'inconnu de la Grande Arche, qui parle, et le thème vraiment me fascine par la bizarrerie, c'est le concours d'architecture en 1983 pour construire la Grande Arche de la Défense à Paris, qui est un des grands projets de François Mitterrand. Et donc c'est apparemment c'est l'architecte de ce projet assez monumental. Et voilà, ça raconte un peu le concours d'architecture et tout ça. Et franchement, ça m'intrigue, je dirais. Ensuite, juste, j'en ai encore 2-3. Il y avait le premier film, je crois, le premier film en réalisation de Scarlett Johansson, ou pas son premier film. Exactement, ouais. Ça son premier long métrage. Ouais. Eleanor the Great. Ouais. Qui est voilà, aussi assez intriguant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas qu'est-ce qu'elle peut donner en tant que réalisatrice. Bah moi, je t'avoue que c'est un de mes grosses attentes aussi de ce cinéma-là, parce qu'on sait que Scarlett Johansson a eu tendance à être très intéressée par des projets un peu particuliers. On l'a vu avec justement... comment il s'appelle, le réalisateur de Zone of Interest qui avait fait... Jonathan Glazer. Voilà, Jonathan Glazer, on l'avait vu avec lui, où elle avait vraiment eu un choix très particulier là-dedans. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très intéressant, et la voir passer derrière la caméra pour parler justement d'une dame de 90 ans qui va justement retourner à New York après avoir passé toute sa vie en Floride, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait quelque chose de très intéressant, en effet. Ça peut se faire. Ensuite, j'avais The Love That Remains, ou en bon islandais, Astin Sem Eftir R, de Hilnir Palmason. Dont j'avais vu le film Godland en 2023 qui m'avait beaucoup marqué et qui était vraiment très très beau et très 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 beau. Ouais, ça, c'était vraiment un très beau film et qui se passait du coup au XVIIIe siècle, alors que là ça a l'air d'être quelque chose de tout à fait contemporain. Donc voilà, ça m'intéresse aussi, en plus un peu moins long que Godland, donc ça pourra que mieux passer. Donc ça, je me réjouis de voir. Et puis j'avais L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme de Pierre Richard, évidemment. Le grand retour de Pierre Richard à la réal après je sais pas combien de décennies, avec voilà, ce film, on verra ce que ça donne, mais Pierre Richard, un grand de la comédie, donc ça peut être bien. Évidemment. Et puis, le film d'Ethan Cohen, un nouveau film d'Ethan Cohen, je crois, sans son frère, donc c'est pas les frères Cohen, c'est juste lui tout seul, mais avec Margaret Qualley, Aubrey Plaza, voilà, qui s'appelle Honey Don't. Donc ça aussi, ça a l'air d'être quelque chose un peu mystère, un peu thriller, un peu enquête. Ça me tente bien. Et puis voilà, il y a certainement plein d'autres choses. J'ai pas tout regardé en vrai, tout ce qui est quinzaine des directeurs. Là-bas aussi, il y a beaucoup de choses qui Semaine vont de la sortir, critique et tout ça. J'ai pas trop fouillé en détail, mais déjà, il y a pas mal de choses qui me plaisent là. Absolument. Non, mais je suis pleinement d'accord avec toi, mais il y a encore quelques petits trucs à nommer. Déjà, moi, il y a un truc qui m'intéresse pas mal, c'est Once Upon a Time in Gaza, qui est justement un film réalisé par deux frères Gazaouis, du coup, Arab Nasser et Tarzan Nasser, qui en fait, le pitch n'a pas forcément l'air absolument dingue, mais en même temps, une œuvre palestinienne qui est nommée au Festival de Cannes et qui a l'air d'être un espèce de thriller, un espèce de truc un peu particulier de 90 minutes, qui se veut en plus de ça être se veut être une œuvre bien particulière et de sortir un peu du documentaire très classique. Ça ne peut que m'intéresser et ça peut que voir ce qui se passe quand des auteurs sont dans la tourmente, comment justement on peut faire en sortir une œuvre magnifique. Moi je sais qu'il y a énormément d'exemples et justement le cinéma iranien le montre bien. Dans les moments où les attaques sont le plus violentes, on peut créer des très grandes œuvres et du coup ce film m'intéresse beaucoup.
J'ai aussi, et ça je dois dire, mais ça on en parlera même assez vite, je pense qu'on en parlera à la prochaine émission, c'est tout simplement le film d'ouverture du Festival de Cannes, c'est Partir un jour d'Amélie Bonin, qui en fait est du coup un film, une espèce de comédie dramatique, comédie musicale, avec Juliette Armanet, voilà. Et du coup ça a l'air tout doux, ça a l'air tout chaud, ça a l'air tout mignon, et ça a l'air d'être une très grande tendresse, et j'avoue que comme film qui peut faire débuter le Festival de Cannes, ça m'a l'air assez intéressant. Et je sais que je pense que c'est très probablement de toute façon on en reparlera dans 2 semaines tout simplement parce qu'il sortira dans les salles obscures le jour d'après la sortie à Cannes, donc c'est évidemment l'une des choses qu'on pourra vous parler très très vite, mais vraiment ça a l'air d'une très très grande douceur et d'une très très grande tendresse, ce qui n'est pas le cas du dernier film qui m'intéresse parce que Kirill Serebrennikov, donc qui était déjà allé l'année passée pour parler de Limonov, qui était un punk fasciste révolutionnaire russe, et maintenant il veut parler de Joseph Mengele, voilà. Donc, c'est lui qui a fait ça. Et oui, donc il va nous réaliser la disparition de Joseph Mengele. Donc Mengele, comment dire, un nazi quoi, enfin un mec pas forcément très sympa et qui ne respire pas tout de suite ce que Juliette Armanet pouvait sortir, tu vois, genre on n'est pas vraiment dans la même ligne. Pas la même ambiance. Et pourtant Kirill Serebrennikov, mais quel putain de génie quoi, quel putain de génie, si t'es capable de me faire un film sur Limonov, qui est quand même un personnage absolument détestable, mais en le faire d'une manière tellement subtile et tellement intelligente, et là tu vas me faire la même chose avec Joseph Mengele, mais ça peut que être absolument monumental, et je pense que c'est très probablement l'une de mes plus grandes attentes, c'est vraiment ce truc-là, un personnage qui normalement ne peut pas être adapté à l'écran, ne peut pas être mis en scène à l'écran, et Kirill Serebrennikov va, à mon avis, avoir l'intelligence et le génie pour réussir à mettre en lumière, ou en tout cas mettre en image ce monstre qu'est Joseph Mengele. J'ai trop hâte de voir ça. C'est pas en sélection officielle, ça me met un peu la puce à l'oreille. Pourtant, c'est un certain regard, je crois. C'est Cannes première. Ouais, je crois que c'est Cannes première, donc c'est même pas un certain regard, et donc je suis un peu dubitatif. On verra. Je sais pas pourquoi, mais je suis quand même très je suis très la hype de ce film-là. Et justement, j'en avais juste un à rajouter, ouais, si tu me permettre de le rajouter. C'était Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sebide Farsi, qui est justement ce film sur cette journaliste palestinienne Fatma Hassona, qui en fait, a été tuée il y a quelques semaines, donc qui ne pourra pas voir ce film à Cannes, et qui c'est une espèce de conversation un peu comme ça par écran interposé, qui raconte un peu sa vie en ce moment à Gaza et tout. Donc voilà, c'est quand même un peu un symbole aussi assez important, je trouve. Je crois qu'elle devait venir, et que du coup, elle a été tuée, quoi. Donc voilà, mais on verra. Quelle belle parole pour terminer. Ouais, non, mais c'est triste, mais du coup, j'aimerais bien réussir à le voir aussi. Je suis pas sûr que ce soit le genre de truc qui sorte, parce que c'est un documentaire un peu comme ça, de bout de ficelle, quoi. Donc je sais pas à quel point il sera distribué, mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup aussi. Une sélection plus que politique, il faut le dire, des œuvres torturées, des auteurs qui subissent la répression dans le monde entier. Bref, on vous invite vraiment à aller voir tout le programme. Franchement, je suis, encore une fois, je le redis, je suis vraiment tellement, je trouve la sélection de cette année vraiment incroyable. Je vois là même, on n'a pas parlé du dernier Clapiche, La Venue de l'avenir qui va être là. Il y a Mission Impossible qui va être donnée. Alors bon, vous savez à quel point j'ai détesté le dernier Mission Impossible, mais il y a le Mission Impossible qui va être là. Il y a du cinéma chinois en plus de ça. Il y a de tout, il y a vraiment des choses qui ont l'air très intéressantes. Allez faire un tour sur le site du Festival de Cannes, allez regarder les différentes justement compétitions, hors compétition, Un certain regard et Cannes première. Il va y avoir du très très lourd qu'on va suivre avec très très grande attention de la part de toute l'équipe de Vidéo Club. Allez, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. Un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce 55e épisode de Vidéo Club. Ça file à une vitesse absolument. Et non, 55 épisodes, mais quand c'est qu'on va s'arrêter? Jamais. Nous ne nous arrêterons jamais. Un très très grand merci évidemment. Roman, un petit mot de fin, voyons. Écoute, plutôt sympa, et puis je pense qu'il y aura de quoi faire la prochaine fois aussi. Ouais, il va y avoir un très très gros programme qui va arriver. On va suivre avec attention ce beau festival de Cannes, ce festival qui va nous donner beaucoup de choses, je pense, à manger pour les prochaines années. En tout cas, pour l'année qui va arriver. Qu'est-ce que j'ai pour les prochaines années? Pour l'année qui va arriver. En tout cas, encore une fois, un très très grand merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode
épisode de ton podcast préféré. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films, n'oubliez pas d'aller au cinéma et surtout n'oubliez pas, vive le cinéma. Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.